Yé la Massive, Bonne Bini, bienvenue dans l'iPhone. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je reçois quelqu'un que j'ai rencontré il y a un peu plus d'un an d'ailleurs, grâce à un intermédiaire, hein, une connaissance commune, un ami commun même on peut dire. Hein. Je pense bien sûr à Sami, Teacher Sami, pour ceux qui le connaissent. Et je suis très, très, très ravie de te recevoir aujourd'hui, Stéphie. Aujourd'hui, on a avec nous Stéphie Gums. Stéphie, C'est moi, bonjour, bonjour. Oui, une activiste culturelle, une férue d'histoire, une musicienne, une artiste. Nyolo Mounadan, et vraiment, c'est, moi, comme j'aime à dire, hein, tu es une personne multipotentielle, multi-talented, en vrai. Et puis, on s'est rencontrés, donc, lorsque j'étais à Saint-Martin en 2025, et que j'ai proposé, donc, le Campo La Balacacha, mais également un atelier de créole. Tu étais présente à tous les événements, en fait, que j'ai pu proposer. On a pu échanger et j'ai pu découvrir un petit peu ta personne. Et vraiment, ben, j'ai été scotchée, fascinée, si je peux dire. Et du coup, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans l'iPhone. Et j'aimerais savoir, hein, pour commencer, ben, comment tu te décrirais, du coup, à tes auditeurs, puisque je viens de te donner mon point de vue, hein. Mais comment toi, tu parles de toi-même, Stéphie? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que je t'avais dit que je suivais déjà tes activités. J'avais déjà écouté même des épisodes de l'iPhone. Donc, je pense que la connexion, elle devait se faire à un moment. Et donc, je suis contente qu'elle ait déjà été faite. Comme ça, on avance ensemble. Nos chemins sont maintenant croisés. Clairement. Comment je me décris? Effectivement, je me décris comme quelqu'un de passionné qui a plusieurs cordes à son arc. J'aime bien dire Jack of all trades, master of none. Je suis pas quelqu'un qui va forcément arriver à un niveau d'expertise, de maîtrise absolue des sujets, mais je suis plutôt un profil touche à tout, guidé par la créativité, par la curiosité. Bon, c'est vrai que je me décris aussi comme étant une Sagittaire, puisque ça va bien avec ma personnalité un petit peu qui part à l'aventure, à la découverte. Et qui aime chercher un petit peu la vérité, ou en tout cas comprendre la vérité des autres et mieux comprendre la mienne aussi. Donc voilà, beaucoup de curiosité, beaucoup d'amour pour les arts, pour l'histoire, pour la culture et pour toutes les créations humaines en fait. On sent déjà la passion, hein, quand on t'écoute là, ça donne envie d'en savoir vraiment plus. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur ton île. Saint-Martin, Sainte-Martine. Est-ce que tu fais une différence entre les deux appellations et même entre les deux territoires, Saint-Martin, Sainte-Martine? Alors, c'est vrai que c'est une île aux deux facettes, mais qui pour moi reste bien une. Hein. Et je dirais que la façon la plus authentique, on va dire, de l'appeler, c'est Saint-Martin. Ouais. On va dire en anglais Saint-Martinois, en langue saint-martinoise. Et du coup, on efface un petit peu la différence entre l'écriture hollandaise ou française. Donc même moi, quand j'écris en anglais standardisé, j'écris st.martin comme en français. Le st. C'est l'écriture anglaise, hein, et le Martin sans les deux a du hollandais du coup. Oh, ok, donc tu fais l'union en fait, l'unification des deux parties, puisque finalement ça vient pas de nous, hein, cette division, ça vient d'eux. Donc c'est à nous, c'est au peuple en fait de réunir tout ça. Et du coup, d'où te vient ton amour inconditionnel du coup pour Sainte-Martin? Alors je dirais que mon amour pour Saint-Martin me vient de mes parents, de mon entourage passé et présent. Je viens d'une famille, mon père est Saint-Martinois, je suis née, j'ai grandi à Saint-Martin. Ma mère est guadeloupéenne. Et je pense que je suis comme beaucoup de personnes de ma génération, des Saint-Martinois, qui sont nourris d'influences diverses et qui forment en fait qui on est pour nous. On n'a pas l'impression d'un
d'un manque de pureté parce qu'on est mélangé. Au contraire, souvent, on va représenter Saint-Martin, même si on a ces influences multiples qui nous nourrissent. Et tu sais, je me dis que mon père, évidemment, il avait un rôle dans la transmission de certaines, ma famille paternelle, une certaine transmission de la culture saint-martinoise. C'est une personne qui a beaucoup de livres aussi, de livres maintenant rares sur l'histoire de Saint-Martin, la culture de Saint-Martin. Et c'est lui qui a fait la généalogie de notre famille, ce qui nécessite nécessairement de s'intéresser au passé. Exact. Et puis, je pense que de ma mère, j'ai pris la fierté. La fierté de qui on est. Je pense que les Guadeloupéens sont un peuple qui représente beaucoup, qui sont très fiers de leur culture, etc. Et moi aussi, du coup, je suis très fière. J'ai pris cette fierté, mais appliquée à mon territoire. Saint-Martin, du coup. Exactement. Et puis, j'ai fait des études à Paris. Et puis, le fait de voir à quel point... j'ai fait des études de sciences humaines. Et donc, j'en ai appris beaucoup sur les peuples notamment européens et le fait de voir que j'en savais autant sur d'autres que sur moi-même, plus que sur moi-même, ça m'a fait me dire non, il y a quelque chose à fouiller, il y a quelque chose à aller chercher. Ah ouais, donc du coup tu as appliqué tes études de sciences humaines aux populations caribéennes et du coup à la population saint-martinoise. Donc tu l'as fait. Oui, c'est ça. À chaque fois que j'avais l'occasion, je prenais un sujet qui pouvait me permettre d'aller chercher quelque chose à Saint-Martin, sur notre histoire, sur notre peuple, ou même parler de Saint-Martin dans différentes circonstances. Je pense que quand on est étudiant, surtout venant des Outre-mer, comme ils disent, on aime bien faire ça puisque ça nous permet de nous rapprocher de chez nous, quoi. Exactement. Et alors, tu nous as dit que ton père avait pas mal de ressources, pas mal de livres, d'ouvrages qui sont maintenant très rares. Donc, est-ce que quand tu as fait ces études appliquées donc à la population saint-martinoise, est-ce que tu as fait face à des difficultés en fait pour pouvoir avoir de la matière? Disons que ce que je trouvais était assez sommaire, d'autant que je n'avais pas les bouquins de mon père. Donc, c'était plus trouvé par rapport à ce qui est disponible sur Internet. Et effectivement, les ressources étaient assez menues. Ouais, ok. Et maintenant, bon là, tu es sur le territoire, donc c'est différent. Ah ouais, c'est totalement différent. Tu sais, mon activité par rapport à l'histoire de Saint-Martin a commencé quand j'étais en France. Avec le confinement, j'ai pu m'intéresser aux livres justement qui étaient chez moi, que j'avais subtilisé ou emprunté à mon père et que j'avais ramené, ou bien même que j'avais acheté aussi dans les foires aux livres à Saint-Martin. Et en fait, mes notes, les notes que je prenais en lisant ces livres, revenaient à faire une chronologie. Et du coup, j'avais des dates et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de moments dans le passé de l'île que j'aimerais partager. Et de là, j'ai créé la plateforme sur Instagram et Facebook que j'ai appelée On This Day in St. Martin. Et le but, c'était que quand, par exemple, aujourd'hui, disons qu'on est on est le 4 novembre, si je dis, aujourd'hui, on est le 4 novembre et ce jour, en 1819, il s'est passé ça. Okay. Donc, un concept très simple, mais qui répondait en partie à un besoin que les gens ressentaient aussi de mieux se connaître. Et donc, j'ai fait partie d'un engouement sur l'histoire de Saint-Martin. Quelques mois après, avec d'autres jeunes, on va dire, on a lancé un live Facebook mensuel qui parlait d'histoire, qui s'appelait Mêlée. En sachant que Mêlée, à Saint-Martin, ça veut dire cancan, en fait. Okay. Un mêlé, ça veut dire j'ai un frais à te raconter, en fait. Comme un Milan en créole martiniquais. Tu l'écris comment? Exactement. Moi, je mets M-E accent grave, L accent aigu. Okay, mêlé. Et donc, c'était à la période du confinement, ça? Ouais, c'était dans la période confinement, Covid aussi. Juillet, on a commencé le podcast. On l'a fait on l'a transformé en podcast, mais à la base, c'était un live Facebook. On a même fait un petit peu de radio par rapport à ça. Et de là, ça a commencé de manière très simple dans le sens où, pareil, on cherchait sur Internet, dans les livres qu'on avait, etc., des informations sur un sujet, on venait apporter chacun notre éclairage sur le sujet et ensuite on a commencé à faire des interviews, à recevoir des gens et faire de l'histoire orale.
Et l'histoire orale, pour justement répondre à ta question entre la différence entre quand j'étais là-bas et maintenant que je suis ici, c'est que l'histoire orale, ça ne me quitte pas. C'est vraiment ce que je préfère faire aujourd'hui, ce que je fais le plus. Malheureusement, je n'ai plus autant de temps pour fouiller dans les archives, ce que j'apprécie aussi. Mais je me dis que les archives papier, en quelque sorte, une fois que je les ai numérisées, elles seront toujours là. Là où l'histoire orale, une fois que la personne nous quitte, on n'y a plus accès. Totalement. Et donc j'ai un sentiment un petit peu d'urgence parfois d'aller voir les gens, même quand je vais les voir dans le cadre de projets en particulier, quand ils me parlent de l'ensemble de leur vie, je veux pas les arrêter parce que je me dis mais imagine si c'est la seule occasion que j'ai pour qu'ils me livrent l'histoire de leur vie, et c'est vraiment un honneur pour moi qu'ils me fassent confiance pour me confier toutes ces histoires. Son témoignage. Tout leur récit, parce que c'est vraiment très précieux. Surtout qu'on est dans un territoire qui, jusqu'à maintenant, n'a pas d'historien, je veux dire par là de personnes qui avaient des études d'histoire et qui a consacré son temps à faire une thèse, un doctorat, quelque chose comme ça, sur l'histoire de Saint-Martin. Donc, il faut récolter les histoires parce que c'est dans la tête des gens qu'elles se trouvent. Totalement. Et ensuite, ça donnera l'occasion à d'autres de pouvoir se baser aussi sur ces témoignages pour aller croiser avec d'autres informations, d'autres sources, etc. Et c'est vrai que l'oralité, c'est vraiment un pan essentiel de notre culture. Lorsqu'on réalise finalement qu'on a un héritage, on a un patrimoine vaste, alors bon, je me mets dedans, je suis pas saint-martinoise, mais je parle en tant que caribéenne, très vaste, qui est arrivé jusqu'à nous, rien que par l'oralité, tu imagines, c'est incroyable. Et c'est vrai que maintenant, peut-être par l'occidentalisation, peut-être par... j'en sais rien, le fait qu'on fasse pratiquement tous des études, etc. Maintenant, on a cet automatisme à toujours vouloir écrire, passer par l'écrit, rédiger, ou alors peut-être même se tourner justement vers les écrits, consulter les écrits, peut-être donner plus de valeur aux écrits, alors que notre tradition, comme tu l'as dit, est d'abord orale. Et l'oralité, c'est certes impalpable, mais en même temps, quand tu écoutes le témoignage de quelqu'un, tu peux ressentir le vécu de cette personne, tu peux ressentir tout cet héritage, tout ce patrimoine. Tu sais, dans l'oralité, il y a aussi les non-dits finalement. Exactement, tu m'ôtes les mots de la bouche, j'allais justement dire ça. Parce qu'à la façon que les gens racontent les choses, des fois tu vois la charge en fait, la charge émotionnelle, oui, mais qui révèle des choses sur l'histoire aussi et sur ce que ça veut dire pour eux. Exact. Et franchement, je dis ça, j'ai des frissons parce que je revois des gens me raconter des trucs et voir les revoir enfants qui revivent la situation et tout. Et non, pour moi, j'ai l'impression de voyager dans le temps quand je m'assieds près d'une personne plus âgée ou âgée et qui me partage son vécu, quoi. Et c'est comme tu dis, ce sont des bibliothèques, en fait, des bibliothèques humaines qu'il faut consulter avant qu'elles ne partent. Parce qu'une fois que les anciens partent, ils partent avec tout. Ils partent avec tout. Et pour pouvoir transmettre aux générations futures, puisque là, j'ai vraiment l'impression que déjà, ils ont essayé de nous gommer nos identités, nos histoires, etc. pendant des siècles durant. Et jusqu'à présent, tu vois, ça perdure. Il y a l'aliénation, l'américanisation, la mondialisation, le kibitin, tu vois. Et tout ça, en fait, ça fait que beaucoup de personnes se retrouvent dans la situation que tu décrivais, une situation dans laquelle on se cherche nous-mêmes. Et en fait, c'est essentiel d'aller voir ces anciens, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, puisque ce sont des bibliothèques humaines et qu'il faut consulter, en fait, avant qu'elles ne disparaissent. Et du coup, quand tu as parlé de ces lives Facebook mêlés que vous aviez commencé, du coup, en temps Covid, qu'on nous a dit, par le fait que les populations locales avaient cette demande, cette recherche identitaire et historique. Ça me fait aussi penser finalement au peuple guadeloupéen qui est étroitement lié à Saint-Martin, mais qui a une certaine méconnaissance de Saint-Martin finalement.
étroitement liés, puisque bon, à un moment, Saint-Martin a fait partie de la Guadeloupe administrativement, mais tout ça encore, c'est eux, hein, c'est yo qui a fait bitin à yo, tu vois. Mais en réalité, bon, certes, il y a toujours des échanges entre les îles, etc., mais est-ce qu'on reste pas en surface ou à un niveau superficiel? Parfois, je me questionne. Et surtout, moi, la première fois que j'ai mis le pied à Saint-Martin, j'avais 18 ans, je crois. J'avais 18 ans, je commençais à voyager dans les îles. J'avais déjà été à Trinidad 2 ans plus tôt. L'année d'avant, j'avais été à la Barbade. Et du coup, je me suis dit, bon, Saint-Martin, tout le monde fait à Saint-Martin, faut que j'y aille. Je peux pas ne pas connaître Saint-Martin. Alors, j'ai été avec deux amis I. Donc, bon, voilà, on n'était pas... eux, ils avaient leurs objectifs. Hein, moi, j'avais 18 ans. Eux, ils avaient je sais pas, 19, 20. Enfin, bref, c'était la jeunesse. Et du coup, pour préparer mon voyage, moi, je suis quelqu'un qui anticipe. Hein. J'aime bien appréhender, j'aime bien savoir à peu près ce que je vais retrouver sur place, etc. Donc, j'ai demandé conseil à d'autres amis qui allaient régulièrement à Saint-Martin. Des amis encore. Donc, quand ils dit moi comme ça, Saint-Martin, c'est Las Vegas de la Caraïbe. En fait, c'est comme ça qu'ils m'ont décrit. Saint-Martin, c'est Las Vegas de la Caraïbe. Saint-Martin, c'est les casinos, c'est la fête, c'est les clubs de striptease. Saint-Martin, c'est ça, en fait. Bon, si tu veux faire du shopping un petit peu, il y a possibilité. C'est comme ça qu'ils m'ont décrit Saint-Martin, tu vois. Et du coup, j'ai été sur place, mais... j'ai pas eu l'occasion, en plus on n'était pas resté longtemps, en 2-3 jours je crois, j'ai pas eu l'occasion de visiter l'île culturellement finalement, puisque faut quand même fouiller, hein, mine de rien, faut quand même fouiller pour pouvoir trouver que ce soit des gens ou même des espaces culturels ou qui mettent en avant certaines choses, tu vois, mais c'est vrai que le bling bling ça saute aux yeux direct, en tout cas surtout partie hollandaise. Et en fait, j'ai eu l'occasion par la suite d'aller à plusieurs reprises à Saint-Martin, mais c'était toujours en transit. Parce que c'est un hub aéroportuaire, c'est un hub touristique aussi. Donc, c'était toujours en transit. Et pourtant, ma meilleure amie est saint-martinoise. Ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît maintenant. Mais on n'a jamais eu l'occasion, enfin, on ne s'est jamais donné l'occasion, je vais dire ça autrement. On ne s'est jamais donné l'occasion qu'elle me fasse vraiment... découvrir le cœur finalement de Saint-Martin. Et quand je discute avec les Guadeloupéens qui soi-disant sont tellement liés à Saint-Martin, je vois qu'ils restent encore dans l'aspect superficiel. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà constaté aussi? Oui, bien sûr. Comme tu l'as dit, Saint-Martin et la Guadeloupe ont été liés. D'abord administrativement et ensuite ça a généré des mouvements de population. Donc il y a pas mal de Guadeloupéens qui vivent à Saint-Martin, pas mal de Saint-Martinois qui vivent ou vécu un moment en Guadeloupe, surtout qu'il n'y avait pas de lycée à Saint-Martin pendant longtemps, donc beaucoup de Saint-Martinois sont allés étudier en Guadeloupe. Et forcément ça crée des liens. Mais effectivement, on y trouve un petit peu ce qu'on cherche. Souvent, dans un monde mondialisé, globalisé, où depuis la Caraïbe, on a cet appel de l'Occident, surtout avec notre voisin proche, États-Unis. Clairement. C'est vrai que du point de vue guadeloupéen, il y a souvent cette approximation entre Saint-Martin et les États-Unis, aidée par la langue aussi, puisqu'on parle une langue basée sur l'anglais, et aussi basée sur l'industrie du tourisme à Saint-Martin, qui est avant tout faite pour les Américains. Donc Saint-Martin, contrairement à la Guadeloupe, à la Martinique, ou même à la République dominicaine, ou à Trinidad ou d'autres îles, il n'y a pas eu... d'industrie, il n'y a pas eu d'industrie, comment dire, d'économie secondaire, si c'est bien ça qu'on dit. Ouais. Il n'y a pas eu d'usine, c'est ce que j'essaye de dire par là. Il n'y a pas eu de moment, on est passé de l'agriculture, exploitative, monoculture, canne à sucre, exploitation des humains, etc., à un moment de vide. Puis le tourisme, puis la tertiarisation. Un moment de vide apporté par quoi? Il y a eu des flux de population extérieure?
Est-ce que les... C'est-à-dire que dans la même, au même moment, on va dire, concomitamment à l'abolition de l'esclavage, il y avait déjà initié un ralentissement de l'économie sucrière et par la suite, l'économie sucrière a complètement périclité. Et avec leur nouvelle liberté, les nouveaux libres ont décidé d'aller chercher du travail ailleurs, puisqu'il n'y avait pas d'opportunité. Il n'y a pas de continuité, en tout cas, sur l'île. C'est ça. C'est ça. Donc, beaucoup de personnes sont parties du côté de la République dominicaine, du Panama également, au moment de la construction du canal du Panama, en Guadeloupe aussi. Et dans toutes ces îles-là pour contribuer à leurs économies. Ensuite, ils sont aussi partis du côté de Aruba et Curaçao avec les raffineries de pétrole qui s'y trouvaient. Beaucoup de Saint-Martinois ont participé à ça et ils sont aussi partis aux États-Unis. Okay. Et il y a un moment ensuite, donc tout ça c'est le début du XXe siècle. Et c'est à la suite de la Deuxième Guerre mondiale qu'il va y avoir un mouvement inverse qui va se créer où les personnes qui étaient parties reviennent à Saint-Martin. Elles ont plus d'économie, elles ont pu s'enrichir à l'extérieur et maintenant elles reviennent pour construire chez elles. Et donc c'est à ce moment-là aussi qu'il y a, on va dire dans les années 50, 60, qu'il y a Cuba qui se ferme après la Révolution ou qui est forcé de se refermer plutôt. C'est ça. Avec les embargos, etc. Et donc, les Américains cherchent de nouvelles plages où se dorer la pilule. Et donc, c'est le début, en fait, du tourisme américain à Saint-Martin. D'abord, pour des très riches. Harry Belafonte a passé beaucoup de temps à Saint-Martin. Il y avait une maison. Et ensuite, un tourisme de masse. Mais tout ça pour dire que du coup, il n'y a pas eu un moment où on avait une usine comme d'Arboussier par exemple, qui faisait tourner en quelque sorte une partie de l'économie ou qui avalait une partie des ressources humaines. Les ressources humaines, elles ont été mises à contribution à l'extérieur de l'île. Et effectivement, il y avait aussi une industrie du sel à Saint-Martin, mais c'était une micro-industrie, c'est une industrie saisonnière et qui restait quand même très manuelle. Avec de l'exportation d'un produit brut, le sel, très peu transformé. C'est ça. Donc finalement, le tournant du Saint-Martin qu'on connaît maintenant, en tout cas qu'on voit à première vue, ça a été imposé par les Américains. On peut dire ça, imposé par les Américains, oui, mais aussi, je pense qu'il y avait du laisser-faire. Il y avait une volonté de prendre cette direction, de se positionner en tant que... Je pense qu'ils ont senti l'opportunité, puisque comme je le disais, le fait qu'il n'y ait pas d'industrie fait que les gens étaient quand même très pauvres. C'est ça, on peut pas le nier non plus. Personne ne mourait de faim, mais ce n'était pas non plus un oasis ou une terre de prospérité. Et donc l'exode massif, en réalité, des hommes surtout, en est la preuve. Et même si je suis très critique de l'industrie du tourisme et de ce qu'elle a fait ou apporté à Saint-Martin, je dois quand même dire que je ne peux pas ignorer quand des dames me racontent que avant l'ouverture du plus grand hôtel de Saint-Martin, le Bay Beach Hotel, leur famille vendait, les femmes de leur famille, c'était un groupe de femmes, et elles vendaient des roches, des cailloux pour des constructions privées. C'était ça leur métier, aller chercher des roches, des cailloux, des roches, non, des grosses roches sur la côte, au niveau de la plage, à Rocky Bay, et se mettre au bord de la route avec les roches et les vendre en fait. D'accord. Donc ce n'est pas un travail agréable, ni qui rapporte beaucoup. Voilà. Et il y avait aussi, la viande de bœuf était aussi très réputée. Mais c'était pas une industrie organisée. Il y avait des personnes qui avaient des bêtes et les Saint-Barth, en réalité qu'on appelait à l'époque les Tchatchas, venaient sur le bateau, achetaient les bêtes vivantes et allaient les vendre en Guadeloupe. Donc pas d'industrie organisée, structurée, etc. Pas d'élevage propre à l'île en tout cas, comme tu dis.
des structuré. cheptels privés, tu vois. Ah, ok, waouh. Oui, et tout ça, ça veut dire que quand l'hôtel est arrivé, les hôtels, on va dire, sont arrivés et ont permis à ces femmes de devenir, par exemple, gouvernantes. Certes, elles devaient partir très tôt de chez elles et revenir tard, mais ça veut aussi dire qu'elles pouvaient faire leurs enfants continuer l'école, les envoyer en Guadeloupe pour qu'ils aillent au lycée, par exemple. C'est ça, c'était de nouvelles perspectives de vie. Exactement. Qui n'était pas possible jusqu'alors. Avant, effectivement. Bon, après, il y a toujours un aspect positif et négatif, et c'est vrai que Give and take. Voilà. Ouais. Et de nos yeux, maintenant, en 2026, on a la critique facile parfois, mais il y a une époque, en fait, où il fallait faire des choix d'abord pour soi, pour son évolution, pour l'évolution finalement du territoire, et pouvoir se positionner autrement et avoir plus de possibilités dans la vie à laquelle on aspire, finalement. Et... Oui, c'est ça. Je pense que de cette époque, il y a le côté un petit peu, comment je vais dire, entrepreneur ou débrouillard des Saint-Martinois. Exactement. Qui en ressort parce que à cette époque-là, on va dire début du XXe siècle, première moitié du XXe siècle, et même jusqu'après, Saint-Martin était oublié par la France. Donc, les Saint-Martinois ne regardaient pas vers la France. Même, il n'y a pas eu de bureau du Bunidom à Saint-Martin. Ouais. Donc, c'était vraiment une espèce de voilà, vous vous débrouillez comme vous voulez, comme vous pouvez. C'est ça. Vous faites comme vous pouvez. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on s'est plus tourné vers les États-Unis ou bien vers Aruba et Curaçao. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui étaient nées en partie françaises, mais qui allaient à l'école en partie hollandaise et qui ensuite, voilà, les parents décidaient de déménager à Aruba, Curaçao, qui sont pourtant néerlandais. C'est ça. Et à ce moment-là, donc tu disais tout à l'heure, quand on visite un territoire, quand on va sur un territoire, on voit ce que l'on recherche. Si l'on recherche, alors moi, franchement, ça m'a pris des années. Je te dis, la première fois que j'ai été à Saint-Martin, c'était en 2015. J'ai commencé à voir en dessous de l'iceberg en 2025, donc 10 ans plus tard. Ouais. Comment faire pour vivre, en fait, le côté authentique de Saint-Martin? Ah ben, écoute, à Paris vivre... Ok, il faut que je m'installe. Et encore, tu peux t'installer, ne rien voir aussi. C'est ce que j'allais te dire. Si tu restes dans tes cercles voilà, de gens que tu connais, etc. Ouais, c'est ça, totalement. C'est ça. Moi, je vais te le dire, il y a beaucoup de gens qui vivent à Saint-Martin, mais qui vivent pas à Saint-Martin. Clairement. Dans le sens où ils font leur communauté d'expats et ça d'expats entre guillemets bien sûr, et ça concerne à la fois les on va dire les blancs, les métropolitains, mais aussi parfois les Guadeloupéens qui arrivent souvent parce que encore une fois l'éducation nationale ne veut pas leur donner leur mutation dans leur territoire d'origine, mais comme Saint-Martin fait partie de l'académie de Guadeloupe, bah ils arrivent à Saint-Martin, et donc il y a un peu ce rapport où on les a forcés, en fait. C'est ça, c'est d'ailleurs très, très, très fréquent quand tu commences ta carrière. J'imagine que c'est douloureux. C'est le passage obligé, c'est Saint-Martin. Et souvent, on met les enseignants dans des zones réputées difficiles. Donc, tout ça, en fait, c'est... Au niveau de l'intégration, ça facilite pas, en fait. Ça nous donne... Alors, moi, j'ai pas vécu ça, mais j'imagine que ça ne donne même pas envie d'aller au-delà. Tu vis ça un peu comme une punition. Enfin, oui, voilà. Ouais. Voilà. Et donc, je dirais que maintenant, par rapport à 2015, c'est quand même plus facile parce que l'après-confinement a provoqué, c'est pas que ça a provoqué, mais on a vu quand même une certaine renaissance de la culture saint-martinoise. J'ai parlé de mes initiatives, mais c'était pas les seules. Le musée qui est en partie hollandaise, il a repris en activité aussi. Ok, suite au Covid. Maintenant, depuis... J'ai l'impression, en tout cas, c'est là que moi j'ai entendu parler de toutes ces institutions. Ok. Il y a aussi mon amie Lorina qui a une entreprise qui s'appelle Island Friend et qui permet de faire des expériences plus locales, on va dire, aux touristes. Donc, elle fait un food tour qui se concentre sur des pratiques culinaires saint-martinoises et très peu ou importées il y a très très longtemps. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile. D'ailleurs, j'ai même vu que depuis mars 2026, il y a une expérience
qui est disponible à Colombier, qui est le terreau, on va dire, la vallée verte de Saint-Martin, où il y a encore beaucoup de familles saint-martinoises de longue date, on va dire, qui y sont. Et donc, c'est une expérience où on peut visiter un lieu et être plongé dans justement ce XXe siècle où du coup les personnes qui sont restées à Saint-Martin ont un petit peu formé ce qui aujourd'hui est regardé par les contemporains comme le folklore de Saint-Martin. Ok. Et donc je pense que ça avance, il y a une volonté, mais tu sais, le nerf de la guerre, c'est le temps. C'est ça. Parce que quand tu n'as pas une industrie culturelle structurée, organisée, ou tout simplement quand tu vis dans une économie où il faut gagner de l'argent pour vivre concrètement, eh bien tu favorises, tu mets ton temps au service de ceux qui rapportent de l'argent. Totalement. Et malheureusement pour nous, nous n'avons pas encore structuré suffisamment notre économie pour que notre culture, notre économie culturelle si tu veux, pour qu'on puisse s'y consacrer. Ouais. Et donc c'est là que le bas blesse en fait. Tu ne peux pas trouver parce que les gens sont au travail de 8h à 17h et qu'ils se consacrent à leurs initiatives associatives, etc., culturelles, quand ils ont le temps. Et je pense que c'est vraiment là que ça fait du mal, non seulement aux personnes extérieures qui sont curieuses, mais aussi au niveau de la transmission, du coup. Parce que les moments de transmission sont plus dur à trouver ou à organiser, etc. Il y en a, maintenant que je vis à Saint-Martin, des fois j'ai des événements en conflit, je sais pas si je vais là ou là, mais voilà, c'est plus de l'événementiel que des rendez-vous réguliers que tu sais que tu vas trouver chaque semaine, chaque mois, etc. Exact. Mais progressivement, ça se mettra en place et puis plus il y aura d'acteurs culturels et aussi c'est à nous visiteurs de montrer qu'on est là, qu'on a envie, qu'on est curieux, qu'on a soif de ça, puisque c'est l'idée de l'offre et de la demande, tout simplement. Tu vas commencer à t'y consacrer d'autant plus quand tu verras qu'il y a une demande qui augmente et que tu peux atteindre tes objectifs pécuniers également, puisque comme tu l'as dit, l'argent, on peut pas faire comme si on n'en a pas besoin. Alors, on est dans une réalité où on a un objectif financier à atteindre aussi. Donc, tout ça, c'est trouver l'équilibre individuellement, mais également collectivement. En tout cas. Mais tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font le travail dans les associations, dans les groupes, etc. depuis des années et des années qui le font encore. Mais il faut le dire, le monde associatif, le monde des volontaires, des bénévoles, etc. est fatigué, épuisé. Et je pense que c'est pas qu'à Saint-Martin, tu vois, parce que il y a une diminution des ressources de manière assez générale. Clairement, c'est un monde ingrat. Vraiment, c'est être dans le culturel, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Trouver du financement, parfois même montrer sa crédibilité, puisque certains te diront un peu moins maintenant, puisque je crois que le Covid a vraiment bousculé tous les territoires caribéens à ce niveau-là. Tout le monde a voulu retourner aux sources, a voulu retourner à nos traditions, etc. Mais à une époque, montrer sa crédibilité, oui, je suis dans le culturel. Ah bon, parce que le culturel est souvent associé au folklore, par rapport à la vision occidentale qui, mine de rien, pèse sur nous. Enfin, c'est ingrat. Il faut vraiment être passionné, il faut vraiment y croire, il faut vraiment vouloir. Et finalement, il y a des possibilités. Et je sais que tu le sais très bien également, puisque tu as pas mal d'activités finalement au niveau culturel, historique, patrimonial. Alors moi, je sais déjà que la prochaine fois que je viens à Saint-Martin, je vais pas passer 2 jours en transit comme je fais d'habitude. Je vais rester un peu plus longtemps pour vivre toutes ces expériences déjà que tu nous as partagées, que tu as déjà citées, mais aussi pour vivre ce que toi, tu proposes, puisque tu proposes des tours historiques de Marigot. Je crois qu'il faut faut réserver via TripAdvisor. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben justement, c'est Lorina qui a Ellen Friend et qui commercialise, on va dire, ses tours sur TripAdvisor. Et aussi, on fait des tours personnalisés. Donc, si tu me dis, vous venez, je sais pas moi, à Troyes et vous avez envie de faire un tour historique, culturel de Saint-Martin, ça s'organise tout à fait. Nous, on est friands des choses un petit peu personnalisées parce que ça veut dire
que il y a une recherche en fait. Il y a une recherche qui est sincère. Oui. Et des fois, dans un programme où je sais que les gens viennent en mode pool party, jouer, etc., je comprends que c'est pas, ils vont peut-être pas prendre la journée pour faire un tour historique, mais voilà, mon tour de Marigot, il dure 1h30, donc pourquoi pas, ça permet de voir autrement des lieux qu'on connaît peut-être, qu'on a déjà traversés sans vraiment se rendre compte des histoires qu'ils racontent en fait. Clairement, et sans être allé en profondeur finalement, hein, puisque voilà. Parfois tu passes dans des rues, tu passes devant des bâtiments, mais tu ne réalises même pas en fait compte. Toute l'histoire qui se cache derrière. Et lorsque j'ai visité ta page After the Shoreline, je me suis dit mais c'est tellement nécessaire en fait. Ouais. C'est tellement nécessaire. Au-delà de la plage, il y a quoi? Tu vois? Exactement. Au-delà de Mao Bay, je prends ma photo avec l'avion. OK, il y a quoi en fait? Ce bâtiment que je vois en face de moi, cette rue que je vois en face de moi, il y avait quoi au XXe siècle ou avant? C'est incroyable. C'est ça. C'est vraiment... c'est une superbe initiative et c'est tellement nécessaire puisque dans quelques années, on va rechercher ça. On va rechercher... l'authenticité, la réalité, le vrai finalement. Et donc, tu as créé, alors moi j'appelle ça une maison mère, tu me diras si c'est comme ça que tu vois ça aussi. Tu as créé une maison mère qui s'appelle Nancy's Office. Yes. Et je crois que c'est une référence à Nancy, tu me confirmeras. Tout à fait, bien joué. Bon, après, tu sais, sur le logo, il y a une araignée, Nancy, tout ça. j'ai pas A plus B, hein. Exactement. Tu sais, des fois, on me demande qui est Nancy. Je dis, alors moi, c'est Stéphie. Mais c'est vrai que, tu sais, Anansi n'est pas connu finalement dans toutes les îles. Par exemple, en Guadeloupe, on n'a pas Anansi. On aura des histoires. Lapin. Oui, c'est ça. On aura des histoires équivalentes. Donc, Compère Lapin, finalement, c'est Anansi. Et en vrai, je sais pas comment l'araignée est devenue lapin. Faut encore que je cherche. Mais si je donne le terme Anansi, le mot Anansi à des Guadeloupéens, ça va pas leur parler. Ouais. Par contre, en Jamaïque, c'est très ancré. Au Suriname aussi. Donc, c'est vrai que ça peut faire écho comme ça peut ne pas faire écho. Et du coup, pourquoi ce choix, Nancy's Office? Pourquoi Anansi? Alors, Anansi, parce que, effectivement, si je dis Anansi à Saint-Martin, je vais pas te mentir, il y aura pas grand monde qui saura de qui je parle. Ouais. Mais par contre, si je dis, One Nancy story you telling me, dear. One Nancy story you telling me, dear. Ça veut dire, genre, quelle histoire à dormir debout tu me racontes? OK. L'expression Nancy story est restée comme une histoire à dormir debout, en fait. Tu vois, comme un conte. Mais le personnage a disparu. Le personnage a disparu. Mais tu vois, dans le langage, on a la marque de cette histoire que Nancy, c'est quelqu'un c'est un être, une entité qui raconte des histoires. Voilà. Et donc, je me suis dit, écoute, on parle de Nancy Story, comme des histoires à dormir debout. Moi, je vais donner un bureau à cette Nancy, à Nancy, pour qu'elle puisse un petit peu formaliser, développer ses histoires et les mettre en avant en quelque sorte. Alors bien sûr, je me spécialise pas dans les contes, etc. Mais l'idée c'était de prendre un personnage dont le nom a survécu, je trouve, pour lier en fait cette volonté d'hommage au passé, mais avec peut-être des méthodes plus nouvelles, notamment l'utilisation des réseaux sociaux, le fait d'avoir un podcast, mais aussi le retour du théâtre à Saint-Martin, auquel j'ai le plaisir de participer. Okay. Donc voilà, lui donner plus de moyens d'étendre sa toile d'araignée. Super, c'est une très très belle image et du coup c'est vraiment ce qui chapeaute en fait chacune de tes actions. Donc c'est ça, c'est le nom de mon entreprise individuelle aussi, puisqu'à un moment il faut formaliser les choses d'une manière, et donc c'est aussi le nom de mon entreprise individuelle. Totalement, ok, j'adore. Et du coup, donc tu en as parlé tout à l'heure, On This Day SXM. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc ça c'est ta page Instagram pédagogique, si on peut dire.
Oui, exactement. C'est la première plateforme sur laquelle je me suis exprimée, où j'ai partagé plutôt des éléments sur l'histoire de Saint-Martin. Évidemment, comme c'est le but premier, c'était de partager des dates. Bien vite, je me suis rendu compte que l'histoire, ça va bien au-delà des dates. D'ailleurs, Clairement. c'est la partie que je préfère le moins, les dates. Les mouvements, les trajectoires, les pratiques, c'est ce que je préfère. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt, je dirais, une archive de dates, même si j'essaye parfois de l'animer, de partager des photos d'époque, de mettre en valeur des personnes, etc. Mais c'est vrai que Nancy's Office, aujourd'hui, c'est beaucoup de projets de rédaction, d'interviews, faire des portraits. L'année dernière, j'ai travaillé sur l'histoire du basket. Cette année, je travaille plutôt sur l'histoire de la musique. D'ailleurs, je fais un travail avec une association qui m'a demandé d'écrire l'histoire du Ponom. Le Ponom, c'est la danse de matrice africaine de Saint-Martin. Ok. Et il y a des articles à des endroits, il y a des vidéos sur YouTube, mais voilà, ils voulaient un travail qui se focalisait sur l'aspect musical, rythmique, plus que sur l'aspect danse. Ok. Donc voilà, ça me fait travailler, aller rencontrer des gens, rechercher dans mes sources et puis rédiger. Trouver une façon de raconter ces histoires et de centraliser un petit peu les savoirs qui existent. C'est ça. Et contribuer, finalement, tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'historien qui a fait des thèses, etc. C'est ça, il n'y a pas d'historien au sens académique. Voilà, au sens académique, mais justement, j'allais te dire, Voilà. tu contribues très clairement, puisque pour moi, tu es une historienne. Hein. Tu es une moi historienne contemporaine. Tu vois, pourquoi il faut toujours passer Je dis que je suis une Bush historienne. De ouf, mais c'est exactement ça. Historien marron, d'accord avec ça. Exactement. D'accord avec ça. Pourquoi il faut toujours passer par leur diplôme, leur chemin, tu vois, leur parcours académique, en fait. Pourquoi on peut pas faire les choses à notre manière? Puisqu'à l'époque... Tu vois, c'est la même chose pour la culture, parce que quand tu vas visiter un endroit et que tu veux faire un tourisme culturel, tu vas chercher un musée, tu vas chercher une exposition, c'est ça. Tu vas chercher un cours de danse, tu vas chercher un cours de musique. Donc, tu vas chercher une institutionnalisation par justement des institutions qui sont nées dans des territoires qui sont pas les nôtres. Totalement. Et qui répondent à des codes qui sont pas forcément les nôtres. Totalement. Et à un besoin de consommer de manière efficace, consommer et ensuite pouvoir expulser et passer à autre chose aussi. C'est ça. Et Saint-Martin, on se prête pas, en tout cas la culture de Saint-Martin ne se prête pas nécessairement à ces pratiques-là. Totalement. Et finalement, la culture et l'histoire, encore une fois, hein, se vit à travers le peuple, tout simplement. Exactement. Donc, si tu cherches quelque chose d'authentique, de réel, de vrai, le musée, c'est bien. Moi, quand je vais dans des territoires, je vais toujours dans le musée. Par contre, avec un esprit critique. Avec un esprit critique, mais par contre, en cas pas les Bamoun, je vais rencontrer les gens, je les questionne, en fait, tout simplement, sur leur façon de faire, de vivre et sur leur quotidien, comme tu nous en parlais aussi tout à l'heure. Notamment avec les différentes rencontres que tu as faites avec les anciens et que tu as centralisé du coup sur Back Then Podcast, c'est ça ou pas nécessairement? Oui, j'en ai fait sur Back Then. Back Then, c'était même pas prévu d'être un podcast, mais je suis rentrée un été, je pense, et puis j'ai ressenti cette urgence de récolter les histoires vivantes, les témoignages. Et du coup, voilà, je me suis acheté mon enregistreur quelques semaines avant. Je suis rentrée à Saint-Martin et j'ai contacté quelques duos de frères et sœurs plus âgés que moi, comme je dis. Généralement des gens nés dans les années 50 ou 60. Et voilà, je leur ai dit, racontez-moi votre histoire, votre école, votre quartier, l'ambiance, ou bien je dis quartier, mais c'est plutôt vos villages, Noël, les fêtes, même les enterrements, racontez-moi, et je les laissais parler. Et le fait d'avoir des frères et sœurs qui parlent, c'est-à-dire qu'ils vont raconter la même histoire, mais différemment. Exact, avec un point de vue. Personne n'a deux fois le même parent, par exemple. Ouais, clairement. Et donc, voilà, une fois que j'avais ces pistes audio, je me suis dit, mais il faut que j'en fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai décidé de les formater en podcast thématique. Je continue à enregistrer des personnes qui me racontent leurs histoires.
Mais comme je fais beaucoup de rédaction, c'est vrai que je prends pas le temps de trier les audios et d'en faire quelque chose. Franchement, c'est du travail tout ça. Et comme je disais encore une fois, faut être passionné. Hein. Si tu n'as pas de passion, tu peux pas autant t'investir. Pour l'instant, Nancy's Office, c'est ton travail principal ou tu as autre chose à côté en plus? Ah ben pas du tout. Écoute, si je devais vivre de mon travail sur la culture, je serais mal barrée qu'on se le dise. Ou peut-être que j'y mettrais toutes mes forces et du coup ça finirait par me permettre d'en vivre. Ouais. Mais non, je suis consultante en cybersécurité. Ok, donc j'ai un 9 to 5. Voilà, comme on dit. Voilà. Ben, comme beaucoup d'entre nous finalement, mais on se rend compte que tu es vraiment présente à plusieurs niveaux et pour moi tu es une figure essentielle, en fait, pour le Saint-Martin d'aujourd'hui et de demain, clairement. Et là, tu m'avais déjà donné envie de m'imprégner de la réalité de Saint-Martin, mais là, j'ai qu'une envie, là, quand on va raccrocher, je pense que je vais me prendre un billet. En plus, j'y pense, blague à part, mais j'y pense depuis le mois de janvier à prendre un billet, je te jure. Hein. J'ai failli me retrouver là, en ce moment-là, j'ai failli me retrouver à Saint-Martin actuellement. Non, mais you're welcome to come any day, anytime, tu me dis, et puis je te fais un petit programme aux huiles. Avec plaisir. Et j'espère aussi découvrir tout ça. Mais clairement, c'est essentiel renouer avec nous-mêmes en tant que Caribéens. Encore une fois, je suis pas Saint-Martinoise, mais en tant que Caribéenne, renouer avec nous-mêmes et vivre nos îles différemment. Faut pas nous vivre l'îlette en nous qu'on s'est, excusez-moi, hein, qu'on s'est blanc là. Voilà. Qu'on s'est moun dehors là, puisque eux, ils ont leur objectif, hein, c'est venir, c'est consommer, c'est sucer et repartir. Mais nous, comment vivons-nous nos propres territoires? Donc, j'espère vraiment, et je pense que cet épisode, en tout cas, aura aussi donné envie à nos auditeurs de visiter Saint-Martin autrement. Et je suis sûre qu'ils auront appris aussi beaucoup de choses. Moi-même, j'ai appris énormément. Est-ce que tu as un mot de la fin? Oui, je veux dire que, comme tu l'as dit, je suis l'une des personnes qui contribue aujourd'hui, et je dis bien contribue, oui. À ce mouvement de renaissance, moi je dis, de la culture saint-martinoise, voilà, traditionnelle ou moderne aussi, puisque la culture, ça change tous les jours. Hein, c'est comment on vit le territoire qui fait la culture. Ce qui me donne aussi beaucoup de ballon, c'est le fait de savoir qu'il y a des gens qui sont venus avant moi et qui ont fait aussi ce travail de mise en avant de la culture. Je pense au peintre Roland Richardson qui, grâce à lui, il a sorti du Zion, on va dire, le Fort Louis. À son époque, on va dire dans les années 70-80, on ne pouvait pas voir le Fort Louis depuis la baie de Marigot parce qu'il était sous la végétation. Et tous les dimanches, il est venu et il a bêché avec son fils, etc., jusqu'à révéler le truc. Incroyable. C'est lui qui a dit au maire, il n'y a pas de tourism point. Quand les touristes arrivent, il y a cette petite maison, je veux faire le tourism point. À cette époque-là, il y avait des choses, il y avait moins de red tape. Tu vois, les choses pouvaient se faire plus spontanément. C'est ça. Mais je pense aussi à des gens qui étaient des jeunes aussi, le groupe Icons qui a fait dans les années 90 ce qu'on considère aujourd'hui comme le Unity Flag, mais que eux ils ont nommé National Flag of St. Martin. Ok. Et c'est eux qui ont fait un livre avec les national symbols où ils ont déterminé notre fleur nationale, c'est la fleur de flamboyant, notre oiseau national, c'est le pélican, etc. Nos héros nationaux, c'est Wantete Loke, c'est un tel. Donc, ils ont fait ce travail, en fait. Et souvent, les gens disent, il n'y a pas de culture à Saint-Martin, ça c'est faux. Il n'y a pas de culture facile à consommer, ça c'est vrai. Ouais. Mais aussi, les gens ont fait et ensuite, on a soit normalisé et au final, on a oublié. Ouais. Et maintenant, il est temps de reprendre la route, prendre le bâton, en fait. Et continuer le chemin qu'ils ont commencé. Mais non, je suis pas la première. Je pense aussi à Christophe Enoch, qui est archéologue, qui a fait un travail fantastique. Il a sorti 11 éditions de magazines mensuels, il me semble, même plus, puisque ça a duré 2 ans. Qui parlait d'histoire de Saint-Martin, et c'est l'une de mes ces magazines sont l'une de mes ressources les plus régulières. Ouais. Mais aussi les gens, en fait, quand je parle à Christophe Enoch, à Rhoda Arendelle, à tous ces gens qui ont donné du leur
pour éveiller un petit peu les consciences, pour révéler aux Saint-Martinois leur propre histoire aussi. C'est des gens super généreux et donc voilà, j'espère qu'on va continuer à être aussi welcoming avec les gens de bonnes intentions en tout cas. C'est ça. pour continuer à nourrir cet amour de Saint-Martin. J'ai même pas parlé de Clara Reyes que tu as eu la chance de rencontrer aussi, qui vit la culture de Saint-Martin en plus de la promouvoir d'une manière tout à fait admirable. Une personne très passionnée aussi. Donc vraiment c'est des gens où je me dis, tu vois, ils avaient pas d'intérêt nécessairement, ils n'avaient pas d'intérêt pécunier, personnel ou de fame, de célébrité à le faire. Ils l'ont fait parce que c'est ce qu'il y avait à faire. Ils ont pris leur place en fait dans le rouage de l'humanité et de notre société, tu vois. Et donc voilà, j'ai pas l'impression que je fais un truc extraordinaire. J'ai l'impression que vraiment je suis censée faire ce truc parce que la machine elle fonctionne et je suis un boulon de la machine et je suis censée faire ce que la machine a besoin. Et ça ça m'aide en fait à dédramatiser, à me dire mais non, c'est ce que je suis censée faire, je suis là pour ça. Il y a pas de mystique autour de ça. Je fais ce que je fais et puis voilà. Totalement. Tu prends ta place, comme tu disais, ils ont pris leur place et tu prends ta place. Et encore une fois, t'écouter, ça me conforte en fait quand je me dis que le peuple a le pouvoir. Quand tu racontes cette histoire où un tel a décidé de retirer tout le Zion qui cachait le fort et a dit au maire, mais monsieur le maire, voilà, il n'y a pas tel truc, vas-y, je me porte volontaire, etc. Le peuple a le pouvoir, le peuple a le pouvoir. Arrêtons d'attendre, en fait, surtout en Guadeloupe, en tout cas, arrêtons d'attendre sur nos élus pour qu'ils puissent prendre les choses en main, puisque eux, ils vont d'abord regarder leur intérêt personnel. Et nous, en fait, en nous garder pour nous-mêmes, pour pep en nous, pour que nous puissions nous élever en tant que peuple, individuellement et collectivement, encore une fois, et pour que nous puissions prendre notre place. Je pense que c'est vraiment... c'est une très belle conclusion, en fait. Prenons notre place. Magnifique. Vraiment, Stéphie, merci pour ce moment, pour ce partage. Incroyable. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on fasse un épisode bis. Je lance ça comme ça. T'inquiète, toutes nos conversations seront matière à éventuel podcast parce Clairement. que je pense qu'on a de très bonnes conversations. Donc merci à toi de ton écoute, de ton accueil, de ton ouverture et comme toujours on reste en contact. Hein. Continue aussi à faire tes trucs parce que moi ça m'inspire beaucoup. Quand je me dis c'est bon, elle a publié un nouveau truc sur Instagram, ça me dit bon Stéphie, il faut que tu reprennes un petit peu les réseaux sociaux. C'est bien de faire des trucs de fond, mais il faut le partager au plus grand nombre aussi. Donc merci pour l'inspiration constante aussi. Wow, vraiment merci pour les encouragements et puis c'est ensemble, hein, ensemble. Exactement. C'est vrai que je me suis pas mal reconnue dans tes paroles, donc comme tu as dit, hein, le lien s'est fait naturellement et il devait se faire tout simplement et nous qui continuer à rouler, clairement. Yes, Bon, nous sommes arrivés au bout de cet épisode très très riche encore une fois. Je vous souhaite une bonne écoute, hein, surtout n'hésitez pas à le bisser. Et puis à dans d'autres soleils, à dans l'iPhone. Tradition là-haut, Apia, quoi jubilé.